Nous avions identifié en fin d'année dernière un certain nombre de défis à relever en 2023. Une année de croissance mondiale en ralentissement synchronisé pour l'ensemble des grandes économies américaines, européennes et chinoises. Une année dans laquelle les États, les entreprises et les ménages devraient adapter leur politique, leur stratégie et leur comportement aux changements majeurs de cette nouvelle ère financière où l'argent ne serait plus bon marché alors que les besoins, eux, seraient toujours plus présents. Nous y sommes. Les autorités monétaires inversent leur politique d'achat d'actifs et poursuivent leur politique de lutte contre l'inflation par des hausses continues de leurs taux directeurs. Un mouvement qui fait peser un risque de soutenabilité des dettes, tant publiques que privées, et accroît la probabilité de défaut des unes et des autres, particulièrement pour celles dont les leviers sont élevés. Sur ce premier semestre 2023, se sont aussi confirmées les craintes que nous avions sur le manque d'homogénéité au sein de l'Union européenne. Nous nous interrogions sur l'existence de plusieurs Europes. Or, les différences relevées entre les pays membres ne se résorbent pas. Le blocage de certains pans industriels européens existe toujours, par endroits, tout comme les écarts entre les différents taux d'inflation des États membres. Une hétérogénéité de situation qui constitue d'ailleurs un danger d'inadéquation et d'inefficacité de la politique de la BCE en la matière. Surtout, les lourdeurs du fonctionnement de l'Union européenne à 27 apparaissent à la lumière du traitement des réponses appropriées à apporter aux initiatives concurrentielles des autres zones de la planète ou dans la posture à adopter face au prolongement du conflit russo-ukrainien. Or, dans le cadre de ce que nous avions diagnostiqué comme le passage de la fin du multilatéralisme à la fin du libéralisme, cette cohésion de l'Union européenne s'impose. Car depuis les deux chocs qu'ont été la crise du Covid et la guerre en Ukraine, les États ont confirmé leur volonté de reprise en main de leur économie, avec des approches ambitieuses, impliquant toutes un certain repli sur leur territoire national. C'est un point essentiel dans la lignée de notre réflexion déjà ancienne sur ce que nous appelons depuis 2016 le retour du politique. Ces derniers mois, ce retour a pris des orientations différentes entre les trois zones continentales. Les États-Unis relocalisent les facteurs de production des secteurs qu'ils considèrent comme vitaux pour eux, quitte à faire fi des règles communément admises en matière de liberté commerciale. La Chine affiche sans complexe sa volonté de devenir au plus vite la première puissance mondiale, en choisissant une stratégie d'indépendance vis-à-vis à la fois de l'approvisionnement extérieur et des débouchés étrangers. Et l'Union européenne semble vouloir rechercher un leadership en matière de transition énergétique, mais est étouffée par des intérêts nationaux qui ne sont pas alignés quand ils ne sont pas concurrents. Du côté des entreprises, l'amorce d'un mouvement de refonte des chaînes logistiques émiettées vers des organisations de chaînes de valeur plus maîtrisées devrait se poursuivre. La stratégie du moins coûteux sur toute autre considération dans les plans d'entreprise devrait disparaître et laisser place à une pensée plus géostratégique, avec pour corollaire des processus de production plus onéreux. Les perspectives de ces prochains mois seront aussi marquées par la poursuite de la divergence entre politique monétaire et politique budgétaire, alors même que le service de la dette va s'alourdir et que les besoins des États s'accentueront pour financer les plans en cours. Or, la mauvaise appréciation du caractère durable de l'inflation par les banques centrales, jumelée à la prolongation d'un régime monétaire d'exception, a conduit à un renversement brutal de politique monétaire. Par son ampleur et sa rapidité, les hausses des taux directeurs décidées par la Réserve fédérale américaine et la BCE ont concouru à la déstabilisation des agents économiques déjà très endettés. Une tendance qui devrait perdurer. Si le système bancaire américain s'est trouvé fragilisé, comme le prouve la succession de faillites sur la côte pacifique, puis la diffusion de ces difficultés à l'Europe, on pense au Crédit Suisse et à des acteurs financiers non régulés, cette crise financière renforce le dilemme des banques centrales entre leurs différents mandats, entre la stabilité des prix, l'emploi et la stabilité financière. Une situation aggravée par la poursuite de la croissance des dettes des États et à leurs besoins de financement sur fond de défis liés aux transitions énergétiques et numériques, aux nouveaux conflits et aux enjeux de souveraineté. Les choix que font et feront les banques centrales
seront donc majeures pour les marchés financiers. Les conséquences des orientations budgétaires des États le seront tout autant dans les prochains mois. Oui, nous avions illustré que la récente modération des prix de l'énergie n'empêcherait pas une situation plus inflationniste dans le temps. L'accumulation de facteurs structurels de long terme sous-tend ce postulat de fond. Les effets désinflationnistes de la mondialisation s'amenuisent d'une part, ceux qui avaient conduit depuis plusieurs décennies aux délocalisations, par recherche d'efficience de coûts de production, d'accès facile aux matières premières abondantes et peu coûteuses, notamment énergétiques, et de normes moins rigoureuses, il faut bien le dire, et les effets inflationnistes d'un monde plus conflictuel qui se diffusent d'autre part. Il faut avoir en tête que la prise de conscience née des périodes de Covid-19 et du conflit ukrainien a conduit à une recherche générale de souveraineté intrinsèquement inflationniste sur fond de volonté de décarbonation de l'économie qui, à demande constante, demeure inflationniste. Les banques centrales se retrouvent donc face à des questionnements fondamentaux dont elles n'ont pas toutes les clés. Elles ont le choix entre plusieurs objectifs irréconciliables, mais qui ont chacun des incidences déterminantes pour notre politique d'investissement. Soit elles choisissent de lutter sans compromis contre l'inflation, en poursuivant le durcissement de leur politique monétaire et leur remontée de taux directeurs, soit elles privilégient la stabilité financière et la soutenabilité de l'endettement public en modérant leurs actions et en tolérant une inflation plus élevée que par le passé. Il faut d'ailleurs souligner que l'instabilité financière d'aujourd'hui est fille des politiques non orthodoxes qui ont poussé à l'utilisation des leviers et conduit à un niveau d'endettement sans précédent qui rend tout retour arrière périlleux aujourd'hui. Car sortir d'un régime monétaire extraordinaire n'est pas sans douleur, lorsque ce dernier a duré aussi longtemps, que ces politiques d'assouplissement ont été aussi loin et que l'inflation a atteint des niveaux aussi élevés. Cette situation a conduit à un retournement violent de politique monétaire dont la vitesse et l'ampleur sont à la hauteur du retour d'une inflation mal appréciée. Un retournement qui n'est pas sans conséquences pour les acteurs publics et privés. Les premiers craquements sont apparus sur la côte ouest des États-Unis, avec plusieurs faillites bancaires dont les ramifications se sont matérialisées. Une situation potentiellement critique alors que le renchérissement du financement est loin de s'être totalement transmis dans l'ensemble de l'économie. Cette problématique de renchérissement du coût de financement n'est d'ailleurs pas propre aux États-Unis. Les effets du retournement des politiques monétaires se feront sentir partout dans le monde, alors que le levier de la dette a été largement utilisé depuis la crise de 2008. Apparaît là le dilemme des banques centrales que l'on a évoqué. Combattre une inflation durable, conformément à leur premier objectif, au risque de faire naître une instabilité financière. Par ailleurs, revenir en arrière sur les politiques exceptionnelles d'achat d'actifs va se trouver en contradiction avec les besoins grandissants des États. Relocalisation industrielle, transition énergétique, reprise en main de leur souveraineté stratégique. Nous pensons que les banques centrales resteront fermes dans leur volonté de remonter leur taux directeur. Les sujets d'instabilité financière pourront être traités par le biais d'instruments dédiés, mais potentiellement insuffisants pour restaurer une confiance durablement défaillante. Dans ce contexte, nous pensons que les taux longs devraient continuer de monter et nous offrir des opportunités d'investissement. Comme l'année passée, notre compréhension du monde et l'inscription de notre gestion dans le long terme nous a conduit à sécuriser des plus-values actions pour nos mandants dans les tout premiers jours de janvier. Un mouvement de réduction de notre exposition actions sur l'ensemble des zones géographiques que nous avons renouvelé sur les plus hauts niveaux du semestre en avril. L'analyse que l'inflation s'installait dans la durée, que la hausse des coûts de financement ébranlerait les agences surendettées et que l'affrontement entre les États-Unis et la Chine continuerait de prendre des formes de plus en plus agressives, nous a conduit à diminuer le risque sur notre portefeuille de valeurs mobilières. Nous attendons des points d'intervention plus bas. Ils seront différents entre mandat vie et non-vie du fait de la structure de leur portefeuille.
Notre vigilance reste importante sur la capacité bénéficiaire des entreprises dans ce contexte de ralentissement économique et de hausse des taux. Les ramifications de la crise bancaire augmentent la prudence à l'égard de certains secteurs susceptibles de souffrir d'une restriction ou d'un renchérissement de leur financement. Par ailleurs, deux soutiens s'amenuisent, les rachats d'actions et les effets positifs de la hausse de prix sur les marges. Autant d'éléments pour se montrer particulièrement exigeants sur ce point d'intervention à l'achat et la construction de portefeuilles d'entreprises dont les stratégies sont de plus en plus contraintes par les orientations géopolitiques et budgétaires des États qui se complexifient. Des États qui rivalisent toujours plus dans la lutte pour la captation des matières premières, des hommes et de l'épargne. Dans ce cadre d'inflation persistante et d'une poursuite du mouvement de resserrement des conditions de financement, notre préférence reste sur les marchés de taux. Nous sommes intervenus et interviendrons au-dessus de 3%, préférence 10 ans française, dans une optique d'accroissement des revenus financiers encaissés qui nous permettront le moment venu de reprendre du risque action. Compte tenu des liquidités différentes entre les portefeuilles vie et non-vie et des risques d'instabilité financière, les rythmes d'investissement seront plus rapides sur les non-vie. Sur le crédit, la diminution du poids des obligations d'entreprise ces dernières années nous donne aujourd'hui la possibilité de revenir sur cette classe d'actifs en complément des actions, dès lors que les primes se seront tendues et seront suffisantes pour rémunérer à la fois le risque de taux et de signature. Dans un monde où les pays émergents n'adhèrent plus vraiment à l'ancien ordre mondial des années 70, qui avait vu le dollar se désindexer de l'or, les défis sont grands pour l'allocation d'actifs. Comme dans tout moment de bouleversement, il existe pourtant des opportunités que les équipes de Covéa Finance sauront anticiper et saisir. Nous vous donnons rendez-vous début 2024 pour faire le bilan de cette fin d'année et vous présenter nos perspectives pour l'année à venir. À très bientôt.